Donc ici, on rentre directement on arrive finalement au grand sujet de ces présentations-ci, qui est la mise en place d'une assemblée constitutionnelle pour le Québec, donc au Québec. Il est néanmoins nécessaire, peut-être pour mes auditeurs qui n'auraient pas eu le temps de regarder les présentations les 11 ou 12 présentations dans la partie 2, de résumer en gros qu'est-ce qui a été dit dans ces présentations-là, au moins pour qu'il y ait la perspective avec laquelle on arrive à la proposition d'une assemblée constitutionnelle comme institution permanente pour le Québec. Ce qui a été dit là essentiellement, c'est que en fait, dans nos régimes politiques, on a un petit élément démocratique, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres intérêts qui sont là et qui font en sorte que la dimension réellement démocratique de notre système est très réduite. Elle se limite essentiellement à l'universalité du suffrage aux adultes. Et c'est à peu près ça. Le principe électoral, on en a discuté aussi dans cette partie-là, le principe électoral lui-même n'est pas un principe démocratique, c'est un principe que les Grecs appelaient aristocratique, et donc le tirage au sort permettrait de corriger certaines failles par rapport à ça, c'est-à-dire d'avoir un système plus balancé, mais ceci étant dit, la nature déséquilibrée, d'une certaine manière, de notre système politique, de nos régimes électoraux, se reflète aussi dans le fait que, à l'intérieur de ce système-là, le pouvoir le plus important qu'il y a dans une démocratie, qu'il y a dans un État finalement, une société ou un pays, ce pouvoir-là, c'est le pouvoir, d'un point de vue politique, bien sûr, c'est le pouvoir constitutionnel. En sens qu'il y a d'autres pouvoirs qui ne sont pas politiques. Là. Mais le pouvoir constitutionnel, c'est le premier et le principal des pouvoirs politiques. Et ce que j'ai expliqué dans ces présentations-là, en long et en large, c'est comment et par quel mécanisme ce pouvoir-là n'a jamais été entre les mains du peuple. Et donc, de manière, ça renforce un peu l'argument principal de ces présentations-là, ou la prémisse de ces présentations-là. Et donc, il n'y a jamais eu vraiment de régime démocratique dans le monde, à part peut-être Athènes à l'époque, mais encore, la question se poserait pour d'autres raisons là-bas si c'était véritablement une démocratie telle que nous on l'entendrait, parce que le suffrage ou la citoyenneté plutôt était pas à tous. Ceci pour dire que la proposition d'une assemblée constitutionnelle pour le Québec vise à corriger cette grande phase-là du système institutionnel politique qu'on a. J'ose pas dire démocratique parce que pour moi, c'est pas encore une démocratie. C'est un système politique, comme je viens de l'expliquer, où il y a des éléments de démocratie, mais qu'on peut pas appeler ça de manière sobre et rationnelle et rigoureuse une démocratie en tant que telle. Et donc, mettre en place une assemblée constitutionnelle comme celle-là aurait comme grande conséquence d'ouvrir un débat, un champ de débat constitutionnel, un véritable champ de débat constitutionnel, pas un débat restreint, limité dans le temps, et puis de temps en temps on en parle, mais après on n'en parle plus. Donc un débat de fond sur comment on veut organiser nos institutions au Québec, et aurait nécessairement pour conséquence là de grandement changer les choses. Il est, heureusement ou malheureusement, il y a un bon côté puis un mauvais côté de ça, il est difficile d'imaginer qu'est-ce qui peut se passer une fois qu'on met en place une institution comme ça. Il est difficile d'imaginer parce que, comme je viens d'expliquer, du fait que le pouvoir constitutionnel a constamment été tenu à l'écart du peuple dans l'histoire, depuis la Révolution américaine essentiellement, il n'y a pas de véritable débat constitutionnel dans nos sociétés. Et donc, c'est difficile quand on n'est pas habitué de penser à ce niveau-là, s'imaginer quel genre de changement on pourrait mettre en place. Néanmoins, pour cette partie-là du creuse-ménage ou du travail intellectuel, en guillemets, je vais vous référer à la partie 6, 7 et 8, notamment 7 et 8, où là, je vais discuter de modèles institutionnels plus profonds, c'est-à-dire qui ne s'appliqueraient pas juste pour le constitutionnel, mais pour
pour le législatif, pour l'interprétatif ou le judiciaire, et puis d'autres idées aussi qui là s'appliquent pour les médias, par exemple, ou d'autres éléments pour le mode de scrutin, le droit de vote, des choses comme ça. Donc, je vais discuter d'autres réformes qu'on pourrait entreprendre sous un régime citoyen, comme je suis en train de le suggérer, donc un régime où le pouvoir des citoyens tiré au sort est réel dans notre système politique, qui serait à ce moment-là une démocratie. Quand vous allez voir ces présentations-là, l'idée, je pense que je le réitère avant de les faire, là, mais l'idée essentielle, c'est de vous permettre de voir jusqu'où on pourrait aller. Ou comment, finalement, on peut régler des petits problèmes en mettant en place une assemblée constitutionnelle, puis on peut déjà en voir plusieurs. J'en ai mentionné précédemment, justement dans la partie qui précédait. Je n'ai pas mentionné le mode de scrutin là, mais ça en fait partie. J'ai parlé de la présidentielle américaine, des Sénats qui font aucun sens dans les grands pays qui en ont. Il n'y a pas de Sénat au Québec, bien sûr, mais au Canada, en France, aux États-Unis, ailleurs, il y en a, en Grande-Bretagne aussi, etc. Donc, j'ai parlé aussi du problème de la transition écologique, qui peut être intégré à la Constitution, dans ce sens qu'on peut mettre un cadre constitutionnel qui force cette transition-là au lieu d'attendre encore 50 ans avant que ça se fasse. Et puis, je le dis un peu en riant, mais c'est pas un sujet qui est si drôle que ça. C'est quand même sérieux, et puis on est dans une société où il y a un problème grave. Et donc, d'ouvrir cette porte-là, ça va permettre d'avancer sur ces questions-là, ou du moins ça ouvre la porte à ce qu'il y ait un changement réel sur toutes ces questions-là, mais il y a un ensemble de possibles, comme je le dis, qui est difficile d'imaginer. Et moi-même, ce que j'ai pu proposer, c'est des possibles qui restent rattachés là, à notre réalité, à nous, mais c'est bien difficile de savoir dans 20, 50, 100, 200 ans, qu'est-ce qui adviendrait d'un système comme celui que je suis en train de proposer. Un des grands changements qui se produirait, c'est que le tirage au sort deviendrait un mécanisme aussi répandu, à mon avis, que l'élection l'est aujourd'hui. Je ne parle pas juste de l'élection, bien sûr, on l'a au niveau des États, mais l'élection existe partout. Existe dans des entreprises, pour élire les membres du CA, va exister pour des organisations de la société civile, dans des syndicats, au niveau des municipalités, au niveau des différents paliers régionaux dans un État, va exister au niveau des Nations Unies dans une certaine mesure. Et donc, ce principe-là de l'élection est devenu, depuis la Révolution américaine, le principe de référence en matière de pensée, entre guillemets, démocratique. Mais si on mettait en place une assemblée comme je le suggère, éventuellement, on peut s'imaginer que tout ça, ça serait remplacé en grande partie, peut-être pas complètement, là, mais en bonne partie par le tirage au sort et donc la sélection aléatoire. Et donc, tout ça pour dire que et la comparaison qu'il y a à faire entre ce que je suis en train de dire par rapport à la projection dans le futur et la réalité qu'on connaît, c'est justement la Révolution américaine. Quand les Américains ont fait leur révolution, ils ont mis en place un régime électoral, qui appelait un gouvernement représentatif. Et il n'y avait pas l'idée de démocratie, puis il n'y avait pas l'idée d'élection pour tout le monde, puis il n'y avait pas la même idée que nous on avait aujourd'hui, mais ils ont néanmoins mis en place un système où on utilisait l'élection pour sélectionner les dirigeants. La base électorale était beaucoup plus restreinte, mais néanmoins le système était en place. Et sur la base de ce système-là, là, on a le monde moderne où on étendu le suffrage, où on a un idéal démocratique qui est venu se greffer à ça, qui serait probablement la grande surprise des pères fondateurs américains, qui étaient éduqués, eux, et qui connaissaient, qui savaient, qui auraient pu qualifier leur système d'aristocratique s'ils avaient été honnêtes, puis s'ils connaissaient la Grèce, enfin, s'ils connaissaient Montesquieu puis la Grèce antique, qui étaient conscients, autrement dit, du fait que l'élection, c'était pas un principe démocratique à cette époque-là. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'autant que la Révolution américaine a changé le monde dans les 200 dernières années, ce que je suis en train de suggérer pour avoir un impact similaire, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que le Québec va devenir un empire comme les États-Unis, là, mais je suis en train de dire que l'exemple du tirage au sort, s'il se répandait, aurait des conséquences et des implications aussi grandes
que les 200 dernières années. Et il était absolument impossible pour ces pères fondateurs-là de bien concevoir qu'est-ce qui aurait pu se passer dans les 200 prochaines années, parce qu'il était, on le sait, là, quand nous, avec le recul qu'on a, mais il était à un autre niveau technologique, il était à un autre niveau de société. L'idéal d'un Jefferson, par exemple, à l'époque, c'était une société d'agriculteurs. C'est ça c'est peut-être le plus grand père fondateur des États-Unis. Lui, sa conception d'un bon monde, là, c'était un monde où tout le monde avait sa ferme. Puis c'est un bel idéal, on ne peut pas se le cacher, mais c'est un petit peu loin de ce qui s'est produit dans la réalité. Hein? Puis donc, puis c'est ça qui a fait, c'est lui, hein, entre autres, là, pas juste lui, mais je veux dire, c'est des gens avec une mentalité, entre autres, comme celle-là. Tout le monde n'avait pas cet idéal-là, mais entre autres, il était à ce niveau de pensée-là, si on peut dire. Il était avancé pour son époque, mais à cette époque-là, on ne pouvait pas concevoir ce qui allait se passer dans les 200 prochaines années. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le changement que je suggère peut ou va avoir, en fait, si on le met en place, hein, des conséquences peut-être aussi grandioses que celles-là dans les siècles à venir. Bon, ça peut sembler quasiment prétentieux ou trop ambitieux de dire ça, mais je pense pas que ça l'est, en fait. Je pense que c'est plutôt objectif comme constat, parce que le principe de la sélection aléatoire est tellement plus démocratique, justement, que le principe mitoyen puis facilement corruptible, hein, de l'élection, que nécessairement, hein, les sociétés vont explorer d'autres avenues et adresser les problèmes réels auxquels ils font face de manière efficace, au lieu de se fermer les yeux puis de regarder à côté comme on le fait pour certains problèmes aujourd'hui. Et bon, ceci pour dire que, hein, il y a un ensemble de possibles qui pour nous vont être difficiles à imaginer, mais ce sera peut-être intéressant que vous tentiez d'imaginer aussi qu'est-ce qui peut être fait dans un monde comme celui-là, dans un monde où il y aurait une assemblée constitutionnelle avec des citoyens comme vous et moi, hein, puis auprès duquel tout le monde peut aller pour s'exprimer, pour apporter leurs idées, et que ces gens-là, n'étant pas élus, ne peuvent pas être achetés par quelqu'un essentiellement. Hein, puis n'ont pas être réélus, et puis n'ont donc pas à faire preuve à agir de manière à être élus par après. Hein. Puis ces grands éléments-là font en sorte que ces gens-là seraient vraiment indépendants d'agir de manière libre et rationnelle pour l'avenir du Québec. Contrairement aux politiques élus qui, eux, doivent être réélus, puis qui dépendent des médias, qui dépendent du financement des partis, qui dépendent du lobbying, hein, qui dépendent de plaire ou non aux lobbyistes, contrairement à ces gens-là qui sont donc dans une situation de compromis, hein, pas toujours très éthique par ailleurs, puis pas toujours très propre. Hein. Les citoyens tirés au sort, eux, seraient indemnisés par le mécanisme lui-même de ces influences-là. Je ne dis pas qu'ils pourraient ignorer les médias, hein? Sauf que les citoyens, eux, s'ils veulent, ils peuvent adopter un système où on change la nature des médias qu'on a au Québec. Fait qu'imaginez, l'Assemblée nationale ne peut même pas imaginer de faire ça. Hein? Peut-être que cet exemple-là est plus pratique pour les gens auxquels je m'adresse, là, mais une assemblée, comme je le suggère, pourrait faire ça, puis se dire, là, l'idée d'avoir des médias commerciaux, c'est complètement ridicule. Hein? Les médias d'information politique qui parlent aux gens, qui expliquent le politique aux gens, sont des entreprises privées. On ne peut pas tolérer ça dans une démocratie. Hein? Ça, c'est un raisonnement qui, pour moi, me semble évident. Hein? Pour certaines personnes, peut-être que ça peut sembler un choc, quasiment dire ça. Hein? Mais ce qui est clair, c'est que pour les politiciens, c'est un no man's land. Là. Tu rentres pas dans cette game-là. Tu te soumets à Pelado puis à Desmarais, puis tu fais ce qu'ils disent, essentiellement. J'exagère un petit peu, là. Il y a quand même une game de pouvoir avec ces gens-là, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas, dans le système présent, remettre en question quelque chose comme ça. Dans le système que je suggère, c'est pas automatique qu'on va le remettre en question, mais la possibilité de le faire s'ouvre. Hein? Et donc, un peu comme les gens du Forum social mondial qui disaient un autre monde n'est possible, ben là, je suis en train de vous donner un outil sans prétention où je pense qu'un autre monde pourrait réellement devenir possible. Puis pas juste dans l'idée, mais dans la pratique, puis dans la possibilité de réellement changer nos sociétés. Hein? Autrement dit, pas juste à la marge, là, de manière à faire influencer des gens qui ont réellement le pouvoir, mais en prenant réellement le pouvoir de donner les grandes orientations à notre société. Ceci pour dire que, hein, bon, là, je sais que je parle beaucoup, mais en même temps,
faut comprendre que c'est un sujet qui est pas si aisé que ça. Hein? Je vous cacherai pas que j'ai un peu de difficulté à préparer mes présentations. C'est en fait une deuxième vague. Hein? J'ai fait une première vague que je vais peut-être mettre sur Internet avec la mention version bêta auparavant, là. Parce que des fois, il y a des angles d'approche dans la présentation qu'on en fait qui sont difficiles de bien redire, de bien expliquer. Hein? Puis, bien que je ne suis pas satisfait complètement de la première version que j'ai faite, il y a une certaine manière, hein, il y a des manières de dire les choses dans cette version-là qui n'étaient pas nécessairement mauvaises. Fait que je vais peut-être, juste pour vous informer, là, mettre ça en ligne. Bon, donc là où je veux en venir, c'est que là, de manière concrète, hein, on a un groupe qui s'appelle Constitution Québec, avec 42 citoyens qui ont été piégés au sort, hein, tirés au sort parmi les Québécois et les Québécoises, et auxquels on a donné le mandat. Et puis je le dis un peu en riant, puis je vous le cache pas, on a donné le mandat de proposer une constitution pour le Québec. Puis la raison pour laquelle je le dis en riant un peu, hein, pas trop, mais quand même un peu, c'est que il me paraît absolument clair que ce mandat-là est trop large. Hein. Il est peut-être pas trop large pour les gens qui veulent juste consacrer un état de fait puis dire oui, on a une Assemblée nationale au Québec. Hein. Mais pour moi, ça n'a pas de grand intérêt de faire ça. Hein. Et pour les gens qui veulent en revanche se poser la vraie question, qu'est-ce qu'on veut comme régime politique au Québec? Hein? Là, on peut penser qu'une assemblée d'une quarantaine de personnes et qui a un budget limité parce que c'est une initiative finalement privée entre guillemets, hein? C'est-à-dire que c'est pas une initiative publique de l'État, hein? Et une assemblée surtout qui a un an, hein? J'imagine plutôt sur les fins de semaine puis que les gens quittent pas leur emploi pour y participer. Disons que le travail est dur à faire. Là. Il y a beaucoup de jobs pour tenter de répondre à toutes ces questions-là. Et donc, si on veut notamment étudier les propositions de changement réels, hein, et non pas se consacrer de juste énoncer dans une constitution ce qui existe présentement, si on veut vraiment se poser la question constitutionnelle, puis si vous voulez prendre ce pouvoir-là constitutionnel puis faire quelque chose avec, hein, à mon avis, vous avez une option. Et c'est dire qu'il faut une assemblée constitutionnelle, comme je suis en train de le suggérer, et que toutes vos délibérations, hein, sont d'une certaine manière, le résultat de ces délibérations sont des observations préliminaires qui peuvent être remises à une assemblée comme celle-là. Hein. Puis là, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une question de pouvoir qui se pose. Hein. Pour moi, c'est une assemblée constitutionnelle tirée au sort qui doit avoir le pouvoir constitutionnel. Hein. Pour vos députés à l'Assemblée nationale, non, c'est eux qui doivent l'avoir, ou il y a certains partis qui disent qu'il faudrait peut-être convoquer une constituante, mais qui serait élue, puis donc indirectement qu'eux contrôleraient, parce que c'est eux qui ont les moyens de présenter des gens pour être candidats. Hein. Ils vont vous mentir en disant que c'est une assemblée citoyenne, mais c'est pas une assemblée citoyenne si elle est élue. Par nature, c'est une assemblée d'élus. Hein. Et on l'a vu ailleurs, tu sais, que oui, ça peut donner un certain changement, mais que ça va rester dans le cadre de la logique et de la démocratie électorale si on procède de cette manière-là. Fait que j'inviterais ce parti-là à réfléchir profondément à ses valeurs, puis à ses idéaux, puis à ce que je suis en train de leur suggérer, parce que je suis en train de leur suggérer à eux, puis au PQ, puis aux autres partis politiques aussi. Mais surtout, j'inviterais les citoyens à le faire et à réaliser qu'ils vont devoir, d'une certaine manière, se retrousser les manches puis agir s'ils veulent avoir un État réellement démocratique. Mais mon point avant d'en arriver à ça, c'était de dire qu'il va y avoir une tension. Hein? Parce que si vous adoptez la position que je suis en train de vous suggérer, vous êtes en train de dire à l'Assemblée nationale, ce pouvoir-là doit être en dehors de tes mains. En dehors de vos mains, c'est pas vous, les députés, qui devez faire la Constitution, c'est nous, les citoyens. Hein? Et ça, c'est quand même quelque chose. Hein? Puis attendez-vous à avoir des réactions. Attendez-vous de manière très très claire à avoir des réactions puis à devoir peut-être vous serrer un peu les coudes pour répondre à ces gens-là qui vont dire ça. Ils vont pas nécessairement le dire de manière aussi directe que ça. Vous les connaissez, hein? C'est des gens qui se faufilent puis qui sont capables de jouer d'un peu dans les coulisses puis par la bande, hein? Puis donc ils vont utiliser d'autres arguments pour tenter de délégitimiser une entreprise comme celle-là. Plus subtil. Parce que ce qui est difficile pour eux, c'est que là, s'ils se disent, on est contre l'idée que les citoyens aient du pouvoir comme ça, hein, ils ont l'air un peu idiots. Hein,
Mais dans la réalité, puisque plusieurs vont être contre, ils vont devoir utiliser des arguments pernicieux ou détournés pour tenter d'entrer leur clou à eux. Hein. Mais inquiétez-vous pas, on va avoir un bon marteau pour enlever leur clou. Et puis donc, ce que je suggère au groupe Constitution, donc, hein, c'est de reconnaître que le mandat est trop large. Surtout si on veut se poser la vraie question, quelles institutions politiques on veut au Québec, non pas juste si on veut avoir une Assemblée nationale ou si on veut une présidentielle en imitant un autre pays, mais même cette question-là, c'est une grosse question. Puis même cette question-là mériterait une Assemblée en soi pendant plusieurs années qu'elle se penche sur cette question-là. Mais essentiellement, hein, si on veut sortir du cadre de la démocratie électorale, il faut nécessairement avoir le temps de le faire. Et donc, ce que je vous suggère, c'est au lieu de faire d'une certaine manière un état de fait, puis de réaliser que cette question-là de la Constitution est très importante. Elle est déterminante, en fait, pour l'avenir politique de du Québec, de la nation, du pays. Et que vous, dans le contexte où vous êtes, vous avez un temps et des ressources limitées pour le faire, sauf que peut-être que vous avez réalisé dans le processus que vous êtes à votre place. Puis c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est des citoyens comme vous qui doivent faire ce travail-là. Hein. Mais pour bien le faire, il faut une assemblée financée par des fonds publics, qui est bien organisée et qui soit de taille et qui ait le temps nécessaire pour se pencher sur ces questions-là. Et là où il y a un commentaire quand même à faire, c'est que je suggère une assemblée permanente. Donc là, on sort de l'idée d'une assemblée constituante aux 20 ans, aux 10 ans, aux 30 ans, à la fondation d'un État ou de temps en temps qu'on a besoin, puis on rentre dans l'idée que le pouvoir constitutionnel est un pouvoir vivant, malléable, qui s'adapte, qui change selon les circonstances et qui donc met l'État de l'avant comme étant une institution importante dans la société au lieu d'être une grosse patente qui est à la traîne du reste de la société. Hein? Là, je suis un peu critique par rapport à certaines affaires, mais vous comprendrez que si on se fonde sur un mécanisme constitutionnel qui date de 200 ans, de 100 ans, de 50 ans ou de 70 ans, peu importe les pays, là, que nos États vont mal. Puis c'est entre autres à cause de ça. C'est parce que il faut que cette organisation-là puisse rapidement s'adapter. Hein? Puis il peut y avoir des changements avec les technologies qu'on développe, entre autres, il y a des changements très rapides qui se produisent. T'sais. Là, je parle de l'avenir un peu, mais puis moi-même, je peux pas sincèrement comme regarder ça puis me dire, ben là, oui, on est organisé pour ça. Hein? C'est clair qu'on ne l'est pas, mais je peux même pas, seul comme ça, regarder ces enjeux-là, puis me dire qu'on est commencer à organiser, disons, des normes pour ça. Hein? Mais dans notre système institutionnel, même si je pouvais le penser, j'aurais aucune manière de le mettre en œuvre de toute manière. Fait que ça donnerait, c'est intéressant d'un point de vue pensée, mais c'est pas intéressant d'un point de vue action. Hein? Et comme je l'expliquais un peu dans les autres présentations, on a déjà un problème comme ça qu'on n'a pas encore réglé. Qui est le problème écologique et qu'on n'a pas encore assumé qu'on est en train de détruire la planète puis qu'il va falloir que ça arrête. Et dans le cadre d'une assemblée comme celle-là, c'est nécessairement une question que ces gens-là peuvent se poser et dire aux politiciens, voici le cadre, là, ça s'appelle le développement durable ou vous nommerez ça comme vous voulez, mais c'est des règles que vous allez devoir respecter quand vous faites des lois. Puis si vous ne les respectez pas, c'est des lois qui vont être inconstitutionnelles ou des règlements ou des décisions exécutives qui vont être inconstitutionnelles et qui donc vont être cassées par les tribunaux. Hein? Et que les tribunaux vont pouvoir dire, ben cette loi-là, malheureusement, ça crée plus de destruction environnementale que le système qui est présentement existant, et puis donc c'est illégal. Hein? Puis donc, ce genre de changement-là, imaginez un petit peu, là, j'essaie de vous faire rêver, mais imaginez un peu qu'on ait ça en place. On pourrait aller quelque part au Québec, pas juste au Québec, mais ailleurs. On pourrait vraiment avancer. Tandis que là, du fait qu'on est bloqué au point de vue constitutionnel, on est nécessairement bloqué sur cet enjeu-là en particulier, mais sur un ensemble d'autres enjeux qui, bien sûr, sont d'une importance critique et qui sont liés par rapport à cet enjeu-là, par ailleurs à cet enjeu-là. Et donc, je suggère, encore une fois, pour réitérer un peu ma pensée, que le groupe Constitution, je vais être absolument clair, là, j'aimerais ça que le groupe Constitution adopte mon article 1 et que ce soit la seule chose qu'ils font.
de manière absolument claire, qui est de dire aux Québécois, on veut une Assemblée constitutionnelle pour le Québec. Puis oui, on a pris le temps de débattre d'autres idées, puis voici nos observations préliminaires, mais sont absolument préliminaires parce qu'on n'a pas vraiment le temps, puis il faut une institution permanente pour se pencher sur ces quelques observations-là, puis peut-être sur un ensemble d'autres idées que nous, on n'a pas eu le temps de faire. Et je pense que si le groupe Constitution faisait ça, il est absolument clair que ça surprendrait les organisateurs, mais je pense que ça les réjouirait pour certains d'entre eux aussi. Ça dirait aux constitutionnalistes que peut-être que le peuple est prêt à avoir plus de pouvoir puis qu'on n'a pas à les traiter juste comme des consultés. Et ça dirait aussi aux politiciens, wow, il faut qu'on se réveille. T'sais? Et ça dirait surtout aux Québécois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ces gens-là nous sont en train de nous dire, puis là, les gens se mettraient à se réveiller par rapport à ça. Et c'est ça que je veux. C'est que j'aimerais ça qu'il y ait un débat là, sur cette question-là au Québec. Et si vous vous saisissez de ce débat-là, puis vous le menez, vous êtes dans une situation où on peut mettre l'étincelle, où on peut permettre à ces discussions-là d'avoir lieu. Et puis, bon, fait que l'essentiel de ma proposition, c'est celle-là. Là, dans les présentations qui vont suivre, dans la partie Assemblée constitutionnelle, point essentiel, dans laquelle on est, excusez-moi, là, je me réfère à mon organisation de mes conférences ou de mes vidéos, je vais continuer sur quelques points pour expliquer comment d'une certaine manière, cette Assemblée-là s'insérerait dans le cadre institutionnel, puis comment elle différerait dans son fonctionnement du système électoral qu'on a présentement. Ça serait quoi les différences d'une certaine manière que le tirage au sort comme ça apporterait, entre autres, là, à notre système institutionnel? Et éventuellement, dans la section qui va suivre, qui s'appelle éléments techniques, soyez pas trop repoussés par le technique là, que j'utilise dans le titre de cette partie-là, c'est qu'en fait, il faut parler d'un ensemble de points sur comment on organiserait cette assemblée-là. Et en fait, c'est en parlant de ces points-là, on pourrait appeler ça les points de détail, là, c'est en parlant des points de détail qu'on va mieux comprendre de quoi il s'agit. Parce que si je vous dis ça, une assemblée tirée au sort, puis vous allez sortir dans les médias, puis vous allez parler à des citoyens qui n'ont jamais entendu parler de ça, puis dire on aimerait ça avoir une assemblée avec des citoyens tirés au sort, il y en a qui vont dire très bonne idée, on va pouvoir finalement avoir un contrepoids à nos politiciens qu'on n'aime pas, mais il va aussi avoir des gens qui vont dire ben là, vous pouvez pas faire ça, il y a pas, ces gens-là ne seront pas préparés, ne seront pas formés, qu'est-ce que vous faites s'ils désistent, etc. Il va y avoir un ensemble de questions qui vont qui vont venir nécessairement quand on va proposer l'idée. Et puis donc, il est nécessaire d'avoir des réponses à ces questions-là. Et sans vouloir dire que je veux imposer ces réponses-là, au moins proposer un début de réflexion sur la question. Bon, c'est plus qu'un début dans mon cas, je ne vous le cache pas, là, ça fait une dizaine d'années que je pense à ce sujet-là, mais quand même, c'est, disons, une proposition préliminaire. On peut l'appeler comme ça. Et en passant, c'est ça, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, puis je parle de cette idée-là aux gens avec qui je voyage. Fait que je sais comment les gens réagissent. C'est drôle à dire, là, mais évidemment, il y a différentes nationalités qu'on croise et tout ça. Les gens me demandent, tu sais, c'est sur quoi je travaille. Puis quand je leur explique cette idée-là d'une assemblée tirée au sort, entre autres, parfois je mentionne une assemblée constitutionnelle, ces gens-là me disent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si les gens ne veulent pas participer? Qu'est-ce qu'on fait si c'est pour les gens qui seraient peut-être pas capables? Et il faut prendre ces commentaires-là avec un grain de sel. Ils n'ont pas nécessairement, eux, pris le temps de réfléchir longuement à ces questions-là, mais il faut répondre à ces questions-là. Puis donc, sur la base de cette expérience personnelle-là, je peux vous dire qu'il va y avoir ce type de réaction-là. Entre autres, dans une société un peu élitiste comme le Québec, qui est francophone, avec une idée qu'il faut un peu suivre ses chefs, là, d'une certaine manière. Autrement dit, on est un peu différent des Allemands, des Scandinaves ou de certains anglophones dans l'Ouest, par exemple, qui sont un petit peu moins hiérarchiques peut-être que notre pensée au Québec. Mais dans une société comme la nôtre, vous allez avoir des résistances, puis il y a des endroits que vous pouvez vous surprendre aussi d'en avoir.
hein. En ce sens que il m'est arrivé de discuter, par exemple, de ces idées-là avec un certain député que je nommerai peut-être pas, hein, peut-être que je vais le nommer, mais je vais peut-être me laisser aller puis le dire, mais c'est un député d'une formation qui se dit progressiste. Hein. Et donc, mais tu sais, lui voulait être élu à ce moment-là pour être député, et cette personne-là m'a fait réaliser dans cette discussion-là, hein, comment la logique, la raison électorale est rentrée profondément dans la conscience des gens. Hein. Même quelqu'un comme ça qui veut tenter de promouvoir les intérêts du peuple avait beaucoup de difficultés avec l'idée de donner un pouvoir effectif au peuple, comme je suis en train de le suggérer. Puis là, je ne suis pas en train de parler de votre pire, c'est un ancien député, hein, ce monsieur-là, je ne suis pas en train de parler de votre pire député, je suis en train de parler probablement d'un de vos meilleurs députés à l'Assemblée nationale. Hein. Fait que si le meilleur réagissait comme ça, dites-vous qu'il y a quand même du pain sur la planche. Je pense que il y a d'autres, les gens de l'INM sont ouverts à l'idée, du moins d'explorer la consultation populaire comme ça. Ça, c'est un niveau un peu inférieur à ce que je suis en train de suggérer, mais sont au moins ouverts à l'idée d'utiliser le tirage au sort. Et il y a d'autres acteurs dans la société qui, bien sûr, vont appuyer une démarche comme celle-là, mais, comme je vous le disais, attendez-vous quand même à une game de bonne délibération. Là. Hein, il va y avoir des réactions. Et ne serait-ce que pour provoquer ces réactions-là, puis pour lancer le débat sur la question du tirage au sort, puis comment on peut l'utiliser dans notre système démocratique, je pense que ce que je suis en train de vous suggérer pourrait être fortement intéressant. Ceci pour dire que je vais m'en tenir à ça pour la première présentation sur l'Assemblée constitutionnelle, hein, qui s'adresse finalement, cette première présentation-ci s'adresse vraiment aux gens de Constitution en particulier, aux Québécois plus largement, mais en particulier à eux. Et dans les présentations qui vont suivre, hein, je vais expliquer un peu, comme je l'ai dit, comment ça s'insérerait dans le cadre institutionnel. Ce serait quoi les différences de la logique de fonctionnement d'une assemblée comme celle-là par rapport à ce qu'on a présentement, et éventuellement, je vais en arriver aux éléments de détail, hein, que j'ai appelé techniques, là, mais les éléments de détail pour donner une très meilleure idée de comment une assemblée comme ça serait organisée. J'ai par ailleurs préparé un document, un article 1, qui me sert à la fois de plan pour ces présentations-ci et aussi que je vais probablement soumettre à l'Assemblée dans le cadre d'un mémoire. Hein. Mais mon véritable mémoire, c'est mes présentations que je suis en train de vous faire. C'est pas le mémoire physique papier ce sera un livre de 500 pages. Fait que c'est plus facile d'en parler, hein, puis je parle assez vite. Fait que c'est plus facile d'en parler puis d'expliquer que de mettre ça dans un cadre écrit. Enfin, on peut mettre certaines choses dans un cadre écrit, il faut le faire, mais pour des contraintes de temps, puis aussi d'accessibilité à l'information, puis à ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement plus simple de vous le dire que de l'écrire. Donc voilà, dans les prochaines présentations, on passe au détail. Hein. Bon, peut-être qu'il y a un commentaire final, là, je ne sais pas si je devrais le faire, celui-là. Hein. C'est que, bien sûr, là, je sais que l'Assemblée, il y a eu un ensemble de temps, puis ils ont commencé leurs travaux, ils ont fait beaucoup de travail, hein, et puis que je vais arriver avec un mémoire à la fin, hein, proche du moment final où on peut rendre son mémoire, hein, qui est le 18 février. Et puis, je suis en train de vous demander essentiellement, hein, de mettre toutes vos autres activités pas en pause exactement, mais de mentionner que c'est provisoire, hein, puis de prendre une grande proposition puis de la mettre de l'avant. Hein. Et puis donc, je ne sais pas dans quelle mesure ce que je suis en train de vous dire va se rendre à vous. Hein. Peut-être que vous allez lire, vous allez écouter mes présentations après, parce que là, vous êtes bien occupé avec tout ça, puis peut-être que ce que je suis en train de vous dire ne se rendra même pas à vos oreilles. Mais si vous êtes membre de l'Assemblée Constitution, parlez-en à vos voisins, parlez-en à vos compères, à vos collègues, pour leur dire peut-être que ça vaut la peine, si vous êtes d'accord, bien sûr, avec l'idée que je suis en train d'avancer, que ça vaut la peine là d'étudier cette idée-là. Mais dans l'éventualité où l'Assemblée ne pourrait pas se pencher sur l'idée que je suis en train de proposer, ça ne change rien finalement à la nature de ce que je suis en train de proposer. Ça pourrait être la tâche des Québécois dans le futur, tu sais, ou d'une autre Assemblée similaire dans une autre circonstance, à reprendre finalement le flambeau de ce que je suis en train de dire. Autrement dit, là, c'est pas, je veux pas me limiter par les contraintes de temps et la possibilité de cette assemblée-là de décider si oui ou non elle veut suivre ce que je suis en train de suggérer. Ça reste une proposition pour le Québec jusqu'à temps que ça se fasse.
Et puis donc, c'est pas conditionné par des circonstances un peu en termes de temps, là, puis de capacité, puis de possibilités pour ces gens-là de rapidement intégrer d'une certaine manière ce que je suis en train de leur dire. C'est pas nécessairement limité à ça. Ça reste une position que j'ai pour le Québec pour l'avenir et qui me force aussi à aussi être contre certaines autres propositions où on voudrait encore à enchasser le pouvoir constitutionnel au Québec en mettant en place des mécanismes que je considère non démocratiques, qui limiteraient la capacité du peuple à changer sa constitution. Et ne serait-ce que pour, parce que je sais que la peur, ça peut être un outil assez puissant pour la mentalité humaine, ne serait-ce que pour éviter ça, j'inviterais les membres de constitution à considérer sérieusement ce que je suis en train de leur dire. Parce que si on mettait en place une assemblée, comme certaines autres personnes l'ont suggéré au Québec, avec un cadre où le pouvoir de révision constitutionnelle est enchâssé, là, il serait toujours, enfin, il est jamais impossible de mener un combat politique, mais on aurait perdu la première manche. Donc, si on met en place une constitution pour le Québec, comme par exemple ce que M. Turp suggère, pour nommer quelqu'un qui a suggéré quelque chose, là, ça me poserait personnellement un grand problème, mais on serait en train de reculer aussi en ce sens qu'on serait en train de s'empêcher d'avoir un mécanisme démocratique pour réviser notre Constitution et que ce mécanisme-là pourrait nuire même à la possibilité d'avoir un véritable débat constitutionnel au Québec. Donc, pas un débat en superficie comme le suggère un peu M. Turp, où on ferait juste formaliser ce qui existe en changeant certaines petites choses, mais je parle d'un débat profond sur comment on veut s'organiser en tant que société. Et donc, pour éviter que le pouvoir constitutionnel soit repris entre les mains de l'Assemblée nationale par une constitution comme celle-là, je vous invite à considérer très sérieusement ce que je suis en train de vous dire et à comprendre aussi, pour les membres du groupe Constitution, comment il s'insère d'une certaine manière dans possiblement un changement historique important. Puis là, je me permets de vous renvoyer à la partie 9 de mes présentations, où après avoir expliqué un ensemble de choses sur comment est-ce qu'on pourrait changer l'État sous la base d'un système comme je suis en train de le suggérer, ou quel genre de possibilités on aurait, dans les parties 6, 7, 8 notamment, ou dans la partie 9, j'en arrivais à suggérer aussi un suivi, plus qu'un suivi, mais une continuation plutôt du groupe Constitution, avec un certain changement, bien sûr, mais pour que cette expérience-là, puis que cette institution, là, disons, ce projet-là, s'inscrive plutôt dans la permanence. Puis je vais appeler cette partie-là Continuons, pour faire un beau jeu de mots avec Constitution. Et à ce moment-là, c'est un petit peu plus l'idée de comment est-ce qu'on pourrait agir pour en arriver à avoir une assemblée constitutionnelle comme je suis en train de suggérer. Il s'agit du premier pas, mais d'un premier pas qui est important et dans lequel les citoyens du groupe Constitution sont finalement les acteurs clés. Finalement, le pouvoir que je suis en train de suggérer est entre vos mains. Il n'est pas entre mes mains à moi, je suis juste en train de vous raconter une histoire ou de vous donner une idée. Et donc, il faut quand même pas oublier, pas négliger l'importance de ce pouvoir-là, non seulement pour vous maintenant, mais pour l'histoire puis l'ensemble des Québécois dans l'avenir aussi.